Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous, la dernière de la saison? Oh, ouais, oui, on termine déjà, donc on va parler de plein de sujets. On va regarder aussi un peu en perspective ce qui s'en vient là, pour l'été. Et comme à chaque semaine, hein, j'ai un panéliste extraordinaire. Et qui de mieux que Jules Simard pour compléter cette saison? Jules qui est là depuis mes tout débuts, il y a quoi, 12-13 ans qu'on fait ça? Oui, ben moi j'ai commencé aussi en 2009. À ce moment-là, c'était Charles qui animait l'émission et je pense que j'ai manqué une saison depuis lors. J'ai donc à dire que, bon, Radoté fait donc partie maintenant de mon quotidien. Oui, tu peux mettre officiellement ça dans les choses que tu maîtrises dans ton curriculum vitae. Oh, bon, ben on va décoller ça, hein? Es-tu allé à la nouvelle poissonnerie de Dolbeau-Mississippi? Pas encore, pas encore. J'ai bien hâte, je pense que je vais y aller tantôt, je vais aller saigner, là. Moi j'adore ça, j'ai bien hâte de voir, j'espère que ça va fonctionner pour eux, c'est un très très beau projet. Bon, parlant d'entreprise, oui. On a vu les statistiques en lien avec la Corporation de développement économique du Géant et ainsi que le Fonds d'aide aux entreprises de Dolbeau-Mistassini, puis on sent que ça fonctionne, ces mesures-là. Oui, en fait, ça prend des fois des petits coups de pouce. Je relis un peu le commentaire du président de la CDE de Normandin qui dit que des fois, un entrepreneur ou une entrepreneur a une idée et, bon, elle voudrait bien essayer de la mettre de l'avant, puis en tout cas, ce qui lui manque, c'est les 2000 pièces, 3000 pièces, 4000 pièces pour être capable de le partir. Et ça permet à ces petites entreprises-là de voir le jour. Oui, et semblerait-il que ça réussit quand même dans, à tout le moins, la majorité des cas. Alors, ça prend... des fois, c'est vrai que ça prend pas grand-chose. Mais j'aurais bien aimé ça avoir quand j'étais tout jeune et que j'avais décidé de me lancer en affaires en lançant une revue économique qui s'appelait l'Investisseur Saguenay-Lac-Saint-Jean, où j'ai perdu à peu près l'équivalent d'une petite maison pour essayer de la partir. Ah ouais. Mais j'avais pas personne dans ce temps-là, surtout une entreprise de cette nature-là, qui était prêt à m'accorder 2 ou 3 piastres pour être capable de partir, d'aider à partir, et mes simples moyens. Alors, tu comprends, ça permet effectivement, je pense, à quelqu'un qui a une idée de vouloir entreprendre et de vouloir lancer un service, de pouvoir le faire. C'est le petit coup de pouce des fois. Mais tu as raison, hein? Moi, là, plus jeune, on avait essayé de démarrer une brasserie quand j'étais à Québec dans le temps. Puis on avait fait un montage sérieux, financier, etc. Puis à la fin, tout le monde disait « Wow, super, mais il vous manque 5000 $. Puis là, on avait mis tout ce qu'on avait. On n'avait plus de ressources, tu sais. Fait que ça a tombé à l'eau. Ma vie serait probablement toute bien différente aujourd'hui si ça avait fonctionné. Mais des fois, ça ne prend pas grand-chose. Puis c'est le fun que dans les petits milieux, on soit capable d'avoir cette écoute-là auprès des entrepreneurs. Parce que c'est important, l'entrepreneuriat, dans nos milieux. Ben oui, on est quand même dans un régime qui permet justement de faire en sorte que ce soit l'initiative privée qui nous permet de nous développer économiquement. Or, on comprend très bien que ça prend... oui, l'économie a changé. Hein? Au départ, dans la région, qu'on voulait, c'est des grandes multinationales qui viennent créer des villes et villages, tu sais. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. C'est les PME qui font fonctionner, qui font rouler l'économie. Et depuis plusieurs années. Oui. Et depuis plusieurs années. Même si on garde la mentalité des grosses entreprises. Tu sais, dans les années 90, on parlait du Québec Inc. Et ça a origine de ce qui s'est passé dans les années 70, où à un moment donné, il y avait un gars qui s'appelait Jacques Parizeau et qui avait mis de l'avant un espèce de petit programme financier, mais surtout qui aidait à faire en sorte, si tu te mettais du capital action, tu avais une déduction d'impôt qui était reliée à cela. OK? Je ne me souviens pas exactement du nom du régime, mais ça, là, ça a permis aussi l'éclosion de beaucoup de petites entreprises qui ont vu le jour parce que, bon, tu mets du capital dans ton entreprise, mais au moins, tu ne payes pas l'impôt dessus, là, tu comprends? Ça te permet d'avoir un crédit d'impôt qui te permet de faire ça. Et ça te permet d'assurer aussi, fort probablement, dans ton entreprise, une liquidité qui te permet, surtout dans un premier temps, de voir arriver, tu sais, dans un premier temps, on n'est pas... C'est difficile, là, j'ai écouté un reportage hier
en Inde. En Inde, au niveau de l'entrepreneuriat, il y a actuellement du monde là, du Québec, dont la Caisse de dépôt, qui s'en va investir dans des entreprises qui démarrent en Inde, parce que quand tu pars une entreprise en Inde, ton marché, là, hein? 1 milliard. Ils sont 1 milliard. Tu comprends? Tu as plusieurs millions de personnes qui veulent l'avoir, ton petit gugus, parce que tu le pars. Donc, là, ça te prend du capital pour être capable de faire ça. Nous, ici, la difficulté avec laquelle on arrive, c'est que nos marchés sont quand même limités. Tu comprends? On va dire, moi, quand j'ai voulu partir ma revue économique, quand j'ai fait... dans ce temps-là, on ne partait pas avec tous les fameux plans d'affaires et les études au complet. Écoute, je me suis rendu compte après, là, quand je l'ai eu, quand j'ai fermé les portes, là, OK, mon marché, là, OK, ça représentait à peu près 3000 personnes dans la région. Ben oui. Et si j'en avais pas, si je les avais pas, j'étais pas capable de... Si tu les avais pas fait qu'il aurait fait... Ouais, puis c'est pas tout le monde qui voulait avoir la revue. Alors, ça permet ces initiatives comme on a. Puis j'ai l'impression aussi que dans notre gouvernance, c'est quand comment on dit, les bottines suivent les babines, dans le sens où on a une école ici au Juvena en entrepreneuriat pour que les entrepreneurs puissent avoir des outils pour innover, pour changer les choses. Puis en même temps, on va investir pour les aider à réaliser leurs rêves, puis en investissant pour eux. Non, il faut qu'effectivement, ce sont des programmes qui permettent... Il ne faut pas oublier que encore aujourd'hui, les grandes fortunes au niveau des Québécois et des Québécoises ne sont pas légion. Or, pour pouvoir investir, t'écoutes, je n'écoute pas ça, là, mais des fois, on a une oreille inattentive à l'émission Les Dragons. Ouais. Regarde, je te mets 1 million là, dans ta boîte, là, tu vas me donner 25 de ton capital action. 1 million, là, il n'y a plus grand monde. Il n'y a pas grand monde au Québec qui peuvent se dire oui, OK, regarde, je te l'avance, là. Ouais. Je te le mets en capital action. Là. Je suis prêt à patienter pour avoir, surtout que aujourd'hui, avec 1 d'intérêt, tu n'es pas à patienter. Hein? Oui, ça se peut que ce soit là. Oui, puis ça se peut que tu aies... Alors, c'est tout ça, je pense. Il faut que l'État, qu'on le veuille ou non, c'est peut-être une nouvelle forme de socialisme dans un certain sens. À tout le moins, ça permet de... Parce que c'est l'État, en fait, là, qui permet de mettre ces sous-là. Il y a aussi une contribution qui vient des entreprises, là, entre autres les... Mais entre toi et moi, là, je préfère beaucoup qu'on investisse dans les PME, dans des petites entreprises, dans du local, plutôt que de faire une cimenterie Port Daniel 2, le retour. Là. Exact. Non, mais exact. je trouve que là, notre argent est beaucoup mieux géré. Bellebeau-Mistassini, revitalisation du centre-ville. On continue. On va enlever le terre-plein entre la 6e et la 7e avenue. Ça va changer les choses quand même. Hein? Ça va faire un espace extraordinairement intéressant. On va permettre fort probablement l'élaboration de commerces avec terrasse un peu plus élevée, un peu plus longue. Moi, je mettrais même ça piéton. On va changer. Oui, mais je pense qu'on va en venir à ça. D'une façon ou d'une autre, on va devoir en venir à ça. Tu sais, je veux dire, si tu te ramasses avec des activités régulières qui vont se tenir dans ce coin-là, donc des activités... déjà, là, le stationnement, pas le stationnement, mais la circulation... tu l'interdis pendant ce temps-là. Là. Ben oui, puis de toute façon, c'est compliqué ça va aller, passer par là. Exactement. Plus ça va aller, plus on pense... En tout cas, fini le bon vieux temps où est-ce qu'on allait prendre notre bière et qu'il fallait absolument se stationner devant la porte de la taverne. Ouais, c'est étrange, ça, c'est vrai. J'ai des souvenirs d'arriver, j'ai peu de souvenirs de partir, malheureusement. Camping Saint-Louis, les nouveaux propriétaires, ça change demain. Une institution quand même dans le secteur, le Camping Saint-Louis. Ça fait plusieurs années que un bel endroit avec la piscine. C'est quand même agréable de voir que là aussi, on a entre guillemets, une forme de relève, là, parce que la personne vend, là. Elle ne vend pas nécessairement quelqu'un de la famille, mais c'est pas grave, ça représente une forme de relève à une activité qui est quand même essentielle et fondamentale dans notre milieu. Dans notre milieu, il n'y a pas juste la question du tourisme. Non, c'est surtout des saisonniers qui vont là. Exactement. Ça crée un milieu de vie d'été, une espèce d'îlot. C'est ça. Ça permet... Ça fait en sorte que la collectivité se retrouve
dans un contexte où actuellement, depuis 1 an et demi, on ne se lève plus. En tout cas, je trouve ça bien intéressant. On va souhaiter bon succès au nouveau propriétaire et je salue ma tante Brigitte qui est là, pas à l'année, mais à l'été, si tu veux, là, et qui en profite bien. On aime ça aller la voir là-bas. Oh, un sujet dont tu devrais être bon pour me parler, les jardins de Normandin. Ouais. Je sais que tu aimes ça, tu es même un peu l'instigateur de tout ça. Qui veulent Pas l'instigateur, Ouais. mais j'ai été... Et ça se développe bien, ça va bien depuis qu'on a repris ça en main. Et même là, on veut faire un parc d'été plus sophistiqué, avec plus pas de services, là, mais d'activités ou de possibilités. En fait, c'est l'initiative de personnes de Normandin qui ont repris un actif qui était terminé. Oui, c'est ça. Et ils se disent, ça a commencé entre autres avec la garderie, là, qui, à un moment donné, on se fait un espace jeu pour les parents. Donc, on a réutilisé le pavillon d'accueil qu'on appelait dans le temps pour pouvoir faire ça. Il y a depuis maintenant au moins 2 ans, donc, la fameuse glissade et patinoire l'hiver. Et ça, c'est une initiative d'individus, là. Oui, tu comprends? C'est pas la municipalité qui dit, écoute, on investit là. C'est des gens qui ont dit, écoute, moi, je suis à ma retraite, là. Écoute, pourquoi c'est qu'on n'utilise pas le sport? Pourquoi on fait... Tu sais, moi, dans le temps, quand j'étais directeur général, là, je m'étais dit, l'hiver, il faudrait que je fasse quelque chose pour les grands jardins. Or, on avait dans le temps, tu te souviens, des grands sentiers. Oui. OK? Tu te promenais, là, avec... J'ai dit, on va glacer les sentiers l'hiver. On va tout glacer ça, faire une grande patinoire, comme sur le canal Rideau. Ouais. Une grande patinoire. Où est-ce que tu vas tourner en rond, peut-être, là, mais je veux dire, tu vas te patiner. Et je vais mettre quelqu'un à l'entrée qui va vendre du café. Je suis pas mal sûr, ça aurait été coûté 1$ pour venir faire du patin et ça aurait coûté peut-être 10$ de café avant à acheter. Mais je suis sûr qu'on aurait pu réaliser quelque chose de rentable en faisant ça. Et tu vois, gars, ce qu'ils font avec l'hiver, exactement ça. C'est ça. Ils ont mis une activité qui s'appelle une glissade, puis après ça, ils ont mis une patinoire à ciel ouvert qui te permet de pouvoir te dégasser puis avoir une activité en famille qui est agréable là, en plein hiver. Et là, depuis quelques années aussi, on mettait de l'avant au niveau du jardin. Il y avait un jardin communautaire qui se faisait dans l'ancien potager qu'il y avait pour les grands jardins. Et c'est une autre initiative. Et là, on parle d'un parc pour enfants. Oui, un parc d'été, là. Pour un... Quand on amène les enfants, on y va aussi. Fait que Ouais, j'imagine qu'on va penser aux adultes aussi, mais on va tout d'abord penser aux enfants parce que je pense que quand tu attires les enfants et les enfants ont le goût d'y aller, les adultes sortent, ça lui fait du bien. C'est aussi une façon pour la population locale de s'approprier, et je ne dis pas se réapproprier, de s'approprier un investissement qui avait été fait, puis qui malheureusement, ça coûtait quand même relativement cher, comme on dit, à opérer. Il ne faut pas oublier que pendant l'été, moi, du temps où j'étais là, on embauchait 22 personnes pendant l'été. C'était pas des salaires à tout craquer, comme on dit, mais c'est pas grave, c'était 22 personnes qui s'embauchaient pendant la période estivale. Et là-dessus, j'en avais qui partaient du mois de mai, parce que tous ceux qui plantaient ou qui refaisaient la floraison, sans que ça faisait en sorte qu'on avait une activité qu'on aimait. Mais ce qu'on déplorait un peu, même si la municipalité mettait dans le temps 75 000 dans l'année pour qu'on puisse être capable d'opérer, ce qu'on déplorait, on disait que les gens de Normandin ne pouvaient pas s'approprier. Le voyaient comme une activité extérieure. Comme avec ça, pour que d'autres viennent. Puis encore, tu sais, la municipalité met 75 000 pièces là-dedans. On a en masse des fermes, nous autres, puis on a en masse de jardins. Tu sais, à Normandin, puis tu vois, regarde, aujourd'hui, ce sont des gens de Normandin qui s'en vont voir la municipalité. Écoute, on a un actif qui dort ici, on voudrait faire tel type d'activité. La municipalité accorde le droit, donc, de pouvoir le faire, et ça permet de faire en sorte que, c'est pour ça que je te dis que c'est la population aussi de Normandin qui se le réapproprie à ce niveau-là. Tu sais, on aurait pu avoir des activités qui auraient pu se faire aussi, pas comme au mois de mai.
On aurait pu faire, au mois de mai, là, tout le monde commence à planter dans le jardin, puis tout le kit. Au mois d'avril cette année. Exact, oui, tu es obligé d'y aller plus de bonheur. Mais on aurait pu mettre une fin de semaine au complet, OK, sous chapiteau ou pas, pour se protéger peut-être un peu plus, mais de faire en sorte qu'on aurait pu devenir le centre, une activité là, estivale de voyons comment, pas un congrès, là, mais... de réseautage? Non, oui, ou encore toutes les entreprises entreprises en horticulture auraient pu avoir le salon et kiosque, là. Oui. Bon, OK, on aurait pu faire ça pour démontrer les nouveautés qu'il peut y avoir, les parler aux gens, parce que des fois, les techniques pour telle ou telle Exactement. Donc, on aurait pu utiliser tout l'espace du potager pour pouvoir faire ça. Ça aurait pu être aussi une activité où on aurait pu devenir... Normalement, aurait pu devenir, et les grands jardins auraient pu devenir... Mais, tu sais, pour pouvoir faire ça, là, on parlait tout à l'heure d'une entreprise qui a besoin d'argent, bon, ça me prenait de l'argent. Ouais. Puis l'argent, on l'avait... Les subventions gouvernementales avaient été octroyées pour la construction des grands jardins. Comme souvent ils font, là. Après ça, pour l'opération, ben là, tu te ramassais avec... fallait que tu aies du monde qui vienne t'avoir. Puis là, tu en étais rendu dans le temps, ça coûtait 10 12 pour pouvoir entrer sur le site, faire l'activité. À un moment donné, ça coûtait trop cher. Oui, puis j'ai l'impression aussi qu'en se réappropriant le site, ça a créé un espace communautaire où les gens se passent, un nouveau perron d'église, en fait. Oui. Puis je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Bravo. C'est ça. Ça permet de faire en sorte qu'effectivement, un actif qui existait, qui est là et qui n'est plus utilisé pour ce qu'on voulait faire au tout début. Tu sais, il y a encore des idées qui n'ont pas été mises de l'avant dans ces grands jardins-là. Moi, juste rappeler, dans les 2 années où j'étais là, on faisait ce que nous appelions les soirées lucioles. Oui. OK? Où mes animateurs et moi-même, qui était un prêtre, mais un de tes amis là, et qui est un moine, en fait. Et on expliquait, on disait aux gens, vous allez venir visiter les grands jardins et vous allez amener votre lampe de poche. Et on va se promener avec l'éclairage. Donc, ça faisait les lucioles. Et à chacun des sites, on avait une scénette qui se faisait, dont, entre autres, au Tapis d'Orient, nous avions du baladi. Wow. Là, je te faisais tout un éclairage. C'est toi qui dansais baladi? Non, malheureusement pas. Heureusement pas. Et on avait donc, tu sais, ce genre de thématique-là qui faisait en sorte, entre autres au jardin anglais, on avait des gens qui nous jouaient de la flûte ou qui jouaient du trombone. Tu sais, on avait un espace musical qui se faisait. Alors, ça faisait une activité qui avait été goûtée quand même, parce que je me ramassais à des soirs avec une 50aine de personnes qui faisaient les lucioles. Et un des soirs, on a effectivement eu des lucioles qui se promenaient, tu voyais les petites étoiles. C'est vraiment, tu sais, c'est ce genre d'activité-là qui pouvait faire en sorte qu'on aurait pu élargir. Mais encore là, tu sais, pour pouvoir faire ça, ça te prend de l'argent pour être capable d'en faire la promotion, pas juste à Normandin, non pas juste à Dolbeau-Mistassini, mais à l'extérieur. Alors ça, malheureusement, on n'avait pas cet argent. En tout cas, on voit que ça n'a pas servi à rien tout ça et que c'est repris de bonne manière. On sait qu'en campagne électorale, le gouvernement aime bien ça dire hey, l'éducation pour nous c'est important, la santé pour nous c'est important. Mais quand c'est le temps de négocier pour offrir des conditions de travail et des salaires, là, c'est moins important. Hein? Mais on sait, notre premier ministre nous a dit si tu travailles fort, tu es capable d'être à ta retraite à 45 ans. Bon. Comme si les infirmières et les enseignants ne travaillaient pas fort, mais ils ne pourront pas être à la retraite à 45 ans, je peux te le dire. Ça m'a un peu insulté. Mais bon, la négociation dans le secteur public, là, on tombe dans la phase 2. Là. Ça fait 18 mois qu'on négocie et que ça n'avance pas tellement. Là, on tombe dans les mandats de grève. On sait, aujourd'hui, c'est les enseignants primaires, secondaires qui font 2 heures de grève le matin.
On a des, comme la PTS ici, dans le secteur de santé, qui ont voté un mandat de grève à 95 Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, je veux dire, on va falloir qu'il se passe de quoi? Est-ce qu'on va vers une loi spéciale ou on va vers une négociation? Je pense que le gouvernement va être mal placé dans le contexte actuel d'invoquer une loi spéciale. Je ne te dis pas que ça ne se fera pas, mais dans le contexte, parce que ce qu'on a demandé à la fonction publique depuis maintenant 1 an, c'est énorme. Surtout dans le domaine de la santé et l'éducation, c'est énorme ce qui a été demandé. Au niveau des infirmières, c'est l'enfer. Oui, mais il y a eu une entente. Il y a eu une entente, là. Mais ça a été long, c'est tout le temps compliqué. C'est jamais facile. Ah non, c'est jamais. Mais quand une grande entreprise arrive et ça cycle le gouvernement, c'est jamais compliqué, me semble. Non, mais je trouve qu'on met mal nos priorités parce qu'on serait bien mieux d'investir de façon pas dans les grandes entreprises, mais dans les petites entreprises et dans les gens qui ont le pouvoir d'achat, là. Et il reste que ça fait en sorte qu'on a une tradition dans les relations de travail qui font en sorte qu'on dirait que pour que tu aies de l'avancement ou que ça avance il faut absolument qu'il y ait une notion de conflit avant. On dit, mais c'est cette culture-là, je pense qu'il faut enlever. Et la fameuse question de la capacité de payer des citoyens qui est un peu galvaudée depuis à tout le moins 1 an et demi, là, tu sais, ta capacité de payer là, tes citoyens, là, quand ça a été le temps de faire la PCU, on s'en est tout sacré. Hein? On a dit, on a de l'air. Ben oui, on va l'emprunter. Il a dit, go, bing bang. Je te dis pas qu'il faut emprunter pour payer l'épicerie, là, OK, mais au niveau de la fonction publique, mais il reste que la capacité de payer des citoyens, c'est une notion qui est excessivement galvaudée et qui fait en sorte que, oui, on se ramasse avec des conflits de cette nature-là. Il reste qu'au niveau du gouvernement, actuellement, à cause du contexte, à cause de ce qu'on a demandé à l'ensemble de la fonction publique, puis là-dessus, j'inclus aussi le ou la fonctionnaire qui est à Québec, derrière son bureau. Est-ce qu'on leur a demandé... Puis, aujourd'hui, elle n'est plus derrière son bureau, elle est derrière son ordinateur chez elle. Mais est-ce qu'on a demandé, donc, ça fera en sorte que le gouvernement, sans dire, OK, on vous donne la lune, là, on n'en est pas là, là. On en est de donner des conditions, et salariales, et surtout, des conditions de travail. Parce que là, on arrive avec une pénurie de main-d'œuvre. Si on veut être attractif, là, on le dit dans tous les autres domaines, si on veut être attractif, il faut payer bien nos gens. Bien, faisons-le aussi. Il faut payer bien et il faut. Il y a toute la notion de l'environnement de travail. Il y a toute cette notion. On a fait des édifices publics, des édifices énormes pour pouvoir parquer les fonctionnaires dans la même boîte. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fin de compte, on pourrait peut-être travailler différemment. C'est-à-dire vider la grande bâtisse et à partir de chez eux, les gens peuvent se communiquer maintenant. C'est très bon pour l'environnement parce que ça laisse beaucoup d'autos dans les gros. Exact. Il y a moins de bouchons de circulation. Il y a tout un paquet. Et d'ailleurs, ça va être un des problèmes à régler là, après la COVID. Le centre-ville de Montréal. Le centre-ville de Montréal, là, ça va être quoi après? Eh bien, on va peut-être refaire du logement, là. Mais regarde, le logement, là, il y a une grosse crise. Je m'excuse de sortir un peu, mais c'est parce que c'est un peu rattaché. Regarde, la crise du logement actuellement, c'est quoi? C'est que si tu as une maison, une unifamiliale à vendre à Montréal, tu vas avoir 4 fois le prix dans 2 semaines. OK? Il y a ce qu'on appelle... Pourquoi? Parce que là, les gens veulent partir du condo, là, hein? Ou ils veulent partir de l'appartement, puis s'en aller dans une maison unifamiliale, même à Montréal. Avec un petit bout de terrain pour être capable de faire de la pelouse. Et, tu sais, ce genre de choses-là, ça fait en sorte que même les édifices à Montréal, les édifices où tu as des appartements, et le marché actuellement continue, lui, d'investir dans des condominiums. Il y en a trop. Oui, mais pourquoi il y en a trop? Parce que le monde, c'est plus ça qu'ils veulent.
Ce qu'ils veulent, c'est une unifamiliale. Mais on fait toujours ça au Québec. Hein? Quand il y a de quoi qui marche, tout le monde veut faire la même affaire à la place de tenter d'innover. On l'a vu ici, mais rien qu'avec le bleuet, là, c'était ça. Là, au début, le monde, hey, des bleuets, là, tout le monde a une bleuetière. Mais après ça, on chiale que le prix du bleuet est à terre. Oui, et ça permet de faire en sorte que tout ce phénomène-là, c'est-à-dire même à partir donc, de la négociation dans le secteur public, on se dit, c'est pour ça que je te dis, les paradigmes et les paramètres doivent changer. Doivent changer. C'est pas vrai que c'est par l'affrontement qu'il faut absolument que tu aies gain de cause. On peut le faire autrement, mais ça, il faut qu'on investisse dans la société d'aujourd'hui parce qu'on polarise énormément. Les médias polarisent, les médias sociaux polarisent. Monsieur, madame, tout le monde ne cherche plus à comprendre, il cherche juste à avoir un point de vue. Il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus de nuances. C'est compliqué d'arriver à ces constats-là. Fait que tu es comme pour ou contre. Mais tu sais, ce qu'on essaie de développer ici à cette émission, c'est la zone grise dans le milieu où on pèse les pour et les contre parce qu'il y en a souvent des deux côtés. Là. Oui, et en bout de piste, on se ramasse qu'une décision qui est prise par le gouvernement est une décision qui, oui, peut-être être critiquée, mais surtout que ça doit être mis en application. Et ça fait en sorte que, tu sais, quand le gouvernement dit « Ah, nos anges gardiens, il faut qu'on... » Bien là, c'est un ange gardien, là, OK? Il faudrait peut-être que tu le payes si tu veux qu'il reste ange gardien. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut que ce que tu utilises comme terme, il y a des paradigmes et des façons de faire qui se doivent de changer. Je sais que ça ne sera pas du jour au lendemain que ça va se produire. Mais si on n'amorce pas quelque chose, ils ne changeront jamais. Et on va toujours se ramasser avec ça, là, des grèves qui font mal, qu'on le veuille. Même si c'est 2 heures le matin. Là, non, mais puis là, en plus, c'est qu'à long terme, si on n'est pas attractif, puis qu'on n'a plus d'enseignement, puis qu'on manque de main-d'œuvre, puis c'est n'importe quel taouin qui enseigne à tes enfants, ça va être quoi le niveau d'éducation qu'on va offrir? Il faut de la formation, c'est sérieux l'éducation, là. Ça aide nos enfants à se développer, à avoir, en tout cas. Puis là, je parle de mon domaine. C'est pas juste une question de vocation. C'est pas juste une question de vocation. Non, c'est ça. Puis, avant ça, on parlait de la vocation. Ah, tu es un enseignant, tu as ta vocation, toi. Aider les autres, permet. On ne parlait pas de salaire. Hein. On parlait d'une vocation. Non, mais en fait, les salaires ne sont pas nécessairement mauvais, là. C'est des belles jobs, des belles conditions, mais des conditions de travail, là. Je veux dire, quand tu es d'une classe avec 45 personnes, c'est dur de faire passer de la matière, de t'assurer de la compréhension, que d'échapper personne. Ça fait que, bon, on arrive avec maintenant des jeunes qui arrivent au cégep et qui ne sont pas capables d'écrire 3 lignes en français correct. Sans faire une faute. Fait que, en tout cas, on va falloir se poser de sérieuses questions. Tout ça pour partir de la négociation. C'est correct, c'est correct. Hey, une petite dernière avant de prendre la pause. Je veux juste avoir ton avis là-dessus. Protection de la faune. Manque de main-d'œuvre. Hey, on a une personne en protection de la faune au lac Saint-Jean. On aurait de la place pour 7-8, mais on n'en a rien qu'un. Mais même à Duchesnay, où on forme il n'y a personne. Ça fait 2 ans qu'il n'y a personne qui est sorti de là. Ça, c'est le phénomène. C'est le phénomène de ce qui se passe. Quand on parle d'une pénurie de main-d'œuvre, on l'a, là. Tu sais, en 1995... il y avait une élection fédérale, 94. Il y avait une élection fédérale qui était Mme Campbell, qui était 93. C'était en 93, ça, et qui se faisait interroger. Ah, écoutez, on a beaucoup de monde en chômage, là, le taux de chômage a jamais été si élevé, comment ça se fait que... Et la madame avait répondu, puis c'est drôle, je pense, pour une fois, c'est pas une réponse de politicienne, mais une réponse intelligente. Écoutez, le problème de la main-d'œuvre, là, il va se régler par lui-même. Comment ça? Oui, on va venir qu'on va en manquer. Puis là, on est dedans. On est en plein dedans. Pourquoi? Ouais. Parce que il y a beaucoup de travail qui a été changé. Tu sais, avant ça, là, tu balayais la rue et les trottoirs. Je me souviens, mon père et moi, je l'aidais à le faire à Chapin, dans le temps quand on travaillait. On prenait un balai, là, on passait ça dans toutes les rues de la ville. Ça faisait de l'ouvrage, ça. Hein? Ouais. Aujourd'hui, là,
T'as une belle grosse machine qui te fait tout seul puis qui te passe ça partout. Or, ça, on a donc eu des emplois qui n'existent plus, mais qui sont changés par d'autres. Ça te prend un opérateur maintenant d'un véhicule qui a besoin d'une formation pour être capable de faire. Et une autre affaire aussi que moi, je veux ajouter à ça, c'est que pendant longtemps, il n'y avait pas de place. Moi, mon cousin, il a étudié pour devenir garde-chasse, puis il est agent de protection de la faune, excusez, mais quand il est sorti, il n'y avait aucune offre d'emploi. Fait que là, à un moment donné, on ne forme plus de monde. Ces gens-là se mettent à faire d'autres choses. Puis là, quand on en a besoin, ben, on n'a plus personne. On a de la misère à prévoir. En tout cas, merci. On s'en va à la pause et on revient dans quelques minutes. Le temps d'aller se faire un café, tiens. À tout de suite. Ça vient de qui, tous ces messages-là? Hein? Tu veux pas me le dire, hein? Tu me caches quelque chose? Mais voyons, de quoi tu parles? Hey! Prends-moi pas pour un épais. Je le sais que Tu parles dans mon dos à tes amis. Tu me fais passer pour un méchant. Mais c'est toi qui cherches l'attention. Chérie. Hey! Là, tu vas m'arrêter ça tout de suite, là. Tu vas me le dire, c'est à qui tu parles, OK? Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. J'ai l'air de quoi? Je suis ton chum, c'est moi qui devrais être ton confident. Je te laisse pas sortir d'ici sans savoir où tu vas. Hein? Bien de même en plus. Ben voyons donc, Hey, arrête de tout le temps me mentir en pleine face. Tu le sais que je peux pas te faire Confiance! T'essayes toujours de me provoquer. Mon amour, Hey! Ben là, tu vas enlever ton manteau et tu vas rester ici. C'est pas vrai qu'on va se chicaner à cause de toi. Moi, je suis là, je suis frère avec toi. Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Écoute-moi même, c'est fini, ça. La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez votre rendez-vous en ligne en vous rendant sur québec.ca/vaccin COVID. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de bien vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Moi. 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 Moi, je travaille en français. 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 Hey, on est de retour de la pause. D'habitude, après la pause, on s'en va au national. Mais là, il y a une petite nouvelle qu'on aimerait parler. Parce que c'est sorti ce matin, puis j'avais oublié de le mettre sur ma liste, fait qu'on va en parler. Élection du préfet dans le domaine du roi. Qu'est-ce qui se passe, Jules? Ben, en fait, je pense que la résolution, d'après ce que j'ai pu comprendre du dossier, là, la résolution pour faire en sorte qu'à la prochaine élection municipale, qui va avoir lieu au mois de novembre, qu'on puisse mettre de l'avant l'élection au suffrage universel du préfet de la MRC dans le domaine du roi. Enfin. Or, il y a eu, je pense que c'est en fin février, début mars, une rencontre de la MRC, où là, il y a eu une résolution de la municipalité de, entre autres, l'Adoré, et en passant, le préfet de l'Adoré, et qui demandait à ce qu'on retarde cette décision-là afin de consulter la population en général sur la pertinence ou non de mettre un suffrage universel pour Comme si ça pouvait être pertinent, la démocratie. Il y a eu donc une rencontre de la MRC mardi de cette semaine et on a dit que, bon, non, on restait avec la décision de faire en sorte qu'au mois de novembre, il va effectivement y avoir l'élection du préfet au suffrage universel pour la MRC. Elle va devenir la deuxième MRC dans la région à avoir après nous autres, pour pouvoir être en mesure d'avoir cette élection. Mais je trouve assez important d'en placoter parce que, oui, les MRC deviennent de plus en plus un gouvernement qui qui nous donne et qui donne des indications, des orientations à l'ensemble de la collectivité. Et je veux bien croire qu'il y a une forme de légitimité parce que, oui, c'est un des maires ou une des mairesses, des maires qui est... Non, mais quand tu es élu par acclamation dans ton village, il n'y a pas de légitimité, je m'excuse. Ben, moi, non, là-dessus, on pourrait jaser longtemps. Ouais. Mais il y a la pertinence de vouloir s'impliquer. Mais indépendamment de ça, il reste que pour la MRC
le domaine du Ottawa, ça permet de faire en sorte que cet MRC-là, ce gouvernement-là, maintenant, tu peux élire quelqu'un qui devra répondre non pas juste aux maires, mais non pas juste aux villes et villages, mais qui devra répondre à l'ensemble de la population sur ce qu'elle se fait. Et de plus en plus, les MRC se retrouvent avec des éléments de pouvoir qui sont de plus en plus... depuis la perte des CRI, c'est eux qui se retrouvent en première ligne là, au niveau de la gestion, puis on veut décentraliser. C'est clairement un modèle qui fonctionne, la décentralisation. On le voit quand c'est bien fait. Allons-y. Mais il faut que ça soit légitime, parce que quand tu es nommé là par tes pairs, il y a une perte de légitimité, c'est ça. Moi, je pense que oui. Puis on s'en rend compte quand même ici aussi, c'est-à-dire que lorsque tu fais la gestion, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de couvrir des séances de MRC, il y a une différence dans la façon d'agir du préfet élu et d'un préfet nommé. OK? Et on s'en rend compte, c'est-à-dire que quand tu présentes quelque chose, c'est sûr qu'il y a eu des discussions antérieures qui ont été faites. Tu sais si ça va passer ou pas officiellement. Mais il reste que les débats se font à partir de quelqu'un qui amène une idée, OK? Et ça permet de faire en sorte que cette orientation-là reçoit un assentiment. Parce que quand tu es maire et tu es préfet en même temps, là, tu as un double discours. On a toujours l'impression que tu es en conflit d'intérêts, même si tu ne l'es pas et tu ne veux pas l'être. Bien, regarde, juste la question de la résolution pour faire l'élection. Ah ouais. Le maire il l'a fait en Notre-Dame. Non. Quand il a voté, mais il n'a pas le droit de vote. Là. Mais non. La MRC, pas la MRC, mais la municipalité de l'Adorée a un représentant pour pouvoir avoir le droit de vote, parce que le préfet a un droit de vote prépondérant. Ouais. OK? Donc, ça permet de faire en sorte que l'Adorée a 2 votes, qu'on le veuille ou non. Quoique le préfet ne vote pas, dépendamment. Or, il y a eu unanimité, là, quand même, à ce niveau-là. Donc, on voit qu'il y a eu un changement de génération au niveau des maires il y a 4 ans. Alors, c'est ça permet de faire un... Oui, je pense que c'est une question de légitimité. Et de plus en plus, les MRC, on n'est quand même pas beaucoup de MRC au Québec où on élit le préfet. On va y arriver. Mais ça va devenir de plus. On va y arriver. J'ai eu plein de sujets, je regarde le temps, je me demande sur quoi je t'envoie. J'ai pas tant le goût de parler de COVID, fait que je pense que tout le monde en parle, fait que on va peut-être sauter ça. Parlons, on va avoir une belle discussion sur ce qui s'en vient, parce que tu sais, l'été arrive, on est dans la dernière émission, fait que les gens ne pourront plus nous suivre puis avoir notre sagesse pour les éclairer. Donc, on va peut-être les laisser sur certaines pistes de compréhension. On sent qu'une élection fédérale, ça s'en vient. On a vu les caucus, on a vu le changement de ton du premier ministre Trudeau, qui était beaucoup à savoir plus électoral lors du caucus du Parti libéral en fin de semaine dernière. On a vu que, d'ailleurs, dans ses discours, attaquait beaucoup le Bloc, les conservateurs. On a vu les NPD qui, eux, attaquaient les libéraux. Il y a quelques semaines, on a vu les conservateurs qui tentaient de faire une montée en puissance, puis ça a fini avec un écrapou, là, je m'excuse, mais là, en plus, ce qui est arrivé cette semaine avec la députée qui remet encore un projet de loi privé en lien avec l'avortement. Mon Dieu Seigneur, ils peuvent-tu passer à d'autres choses, eux autres, à un moment donné? Donc, comment tu entrevois l'élection possible qui s'en vient et les forces en présence? Parce qu'on sait que, tu sais, au niveau des performances, du changement de chef au niveau des conservateurs, bien, passons les principaux partis. Commençons par les libéraux, qui sont en bonne position pour peut-être aller chercher une majorité. Je pense qu'il faut regarder au départ, là, tout ça va se décider lors de la présentation du budget. OK? Les paris sont ouverts. À la présentation du budget, et il ne faut pas oublier que ça va être le premier depuis 2 ans, à la présentation du budget, donc là, les députés vont avoir à voter sur l'acceptation ou pas du budget. Est-ce que les libéraux vont pouvoir bénéficier de l'appui du NPD pour pouvoir le faire passer? Puis s'ils ne bénéficient pas de l'appui du NPD pour pouvoir le faire passer, on s'en va automatiquement en élection. Mais le Bloc ne pourrait pas appuyer? Même s'il appuie, il n'aura pas assez de votes. Il faut que ça la balance du pouvoir appartient au NPD.
et depuis qu'on est en élection. Donc, tout va dépendre de là. Fort probablement, les conservateurs vont être contre ça. On ne peut pas... ça fait partie de l'opposition, là. C'est le jeu régulier. Tout va dépendre, donc, des négociations qui vont y avoir. Et je ne pense pas, au moment où on se parle, que la ministre des Finances soit en grande négociation avec le chef du NPD pour pouvoir être en mesure de pouvoir... En fait, ils veulent pas être blâmés pour déclencher les élections, mais ils veulent s'organiser en déposant un budget qui ne fera pas l'affaire, que les autres partis déclenchent l'élection. C'est ça. Et là, le NPD va être... Parce que le NPD n'est pas en mesure de s'en aller en élection. OK, qu'on le veuille ou non. Tout comme les autres partis, mais entre autres. Ben, ouais. Entre autres, ce parti-là. Ça, j'ai l'impression. Même, on a vu lors de leur caucus, beaucoup pas de chicanes, mais il y avait de la misère au niveau des débats, des discussions. En fait, ce qu'on veut, c'est... On est aux prises avec, au niveau du parti NPD, avec la... Est-ce qu'on prend le pouvoir ou est-ce qu'on ne devient pas une forme de conscience populaire? En se faisant élire. C'est-à-dire que, bon, on le sait, c'est un parti qui veut une plus grande participation de l'État dans l'organisation tant économique que sociale des considérations. Bon, j'utilise pas le mot socialiste parce que ça fait bien longtemps que le NPD n'est plus un parti socialiste, mais tu sais, cette façon de voir. Et le fait de se dire, si on prend le pouvoir, il faut qu'on s'aille un peu plus comme Jack Layton l'était. C'est-à-dire, on a une équipe là, qui peut mener. Là, oui, on peut mettre des mesures sociales sans avoir à casser le système. Tu comprends? Oui, avoir une sensibilité et une compréhension, parce que quand on est élu, on doit gérer l'ensemble du pays pour tout le monde. Là. Exact. Alors, ce phénomène-là, je pense qu'il y a au sein du NPD, effectivement, là, un groupe de plus en plus fort qui dit on veut être la conscience sociale, on ne veut pas nécessairement le pouvoir. Or, comme on ne veut pas nécessairement le pouvoir, tu comprends la conscience sociale, d'où la question de toujours être en négociation avec le gouvernement qui est au pouvoir. Ça va beaucoup mieux avec les libéraux. Quand c'est avec les conservateurs, ça ne va pas pantoute. Mais c'est ce qu'il y en a. Les conservateurs, ça ne va pas pantoute entre eux autres. C'est ça, oui, c'est ça, là, actuellement, en plus. Mais tu sais, on a le même phénomène avec le NPD, là, dans un certain sens. Ouais. Parce que tu as Ming Sing, et ce qu'il voudrait, lui, c'est... prendre peut-être un peu plus de pouvoir ou avoir une place un peu plus grande. Donc, faire en sorte que ton discours, entre guillemets, socialisant, soit mis un peu plus en sourdine pour faire valoir l'idée d'une nouvelle type de gestion. Donc, pour moi, la campagne électorale, ça va se décider en avril pour savoir si on y va ou pas. Et il faut et si on y va ou pas, si on y va, c'est pour faire en sorte que ça se fasse avant, que l'élection ait lieu avant la fin du mois de juin. Parce qu'en juillet, là, tu ne penses pas à ça, faire des élections pendant l'été. Alors, si ça part, donc oui, on serait en élection en mai, parce que c'est à la fin avril là, que ça va se déposer, le budget-là. Alors, on devrait être, au cours du mois de mai et juin, on devrait être en campagne électorale. Et là, c'est là qu'on va voir les fameuses idées. Donc, les libéraux sont quand même actuellement dans une certaine position, entre guillemets, de force électorale. C'est-à-dire qu'ils ont quand même, ils ont fait une gestion de crise, peu importe, là, qu'est-ce qu'on en fait, le mieux qu'ils ont pu la faire. Moi, je pense qu'ils ont fait avec ce qu'il y avait. Avec ce qu'il y avait. Même s'il y a eu des retards. Ou encore, tu sais, des décisions retardées, là. En bout de piste. Tous les gouvernements en bout de piste, si tu veux, tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas aller à l'étranger puis à revenir, mais si tu passes à pied à la frontière, tu n'as aucun problème, tu n'as même pas besoin de te mettre en quarantaine. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a des taux. Mais donc, la question de la... Deuxièmement, tout va aussi dépendre de ce qui va se passer dans le budget. Parce que dans le budget, il va falloir qu'il y ait des mesures de relance. Parce que là, il faut le payer, le déficit. Là. Ah oui. Puis là, on va avoir à le payer. On s'en est fait un bon, là. Un vrai. Et donc, c'est quoi qu'on va mettre comme mesure de relance? Et ces mesures de relance-là, je pense, si on se fie à la philosophie du libéral, il va y avoir, oui,
une aide accordée au secteur privé, mais il peut peut-être y avoir une présence un peu plus grande aussi. Entre autres, certains types de mesures. On parle de garderie, programme, ils sont rendus dans la gestion provinciale. Là, mais ça, c'est une autre affaire, on en discutera plus tard. On en discutera plus tard. Bien, tu comprends, ce genre de mesures-là, qui peuvent être sympathiques dans le contexte actuel, effectivement, à l'électorat. Ça leur donne. Les conservateurs, ils sont aux prises, effectivement, avec une dissension entre l'idée du chef qui veut prendre le pouvoir, donc, pour pouvoir prendre le pouvoir, il faut que tu amènes des idées, pas trop conservatrices, mais je dirais, comme dirait un des anciens chefs, progressiste conservateur. Il y avait un de mes profs en Sciences Po, moi, dans le temps, qui me disait « On peut-tu être progressiste et conservateur? » Mais, tu sais, il reste que... Non, puis c'est intéressant parce qu'Auto a fait quand même des appels en disant « Bien, si on veut prendre le pouvoir, il va falloir avoir une plateforme environnementale, il va falloir proposer des affaires. » Mais c'est la base qui dit non, on veut pas. On reconnaît on sent là, qu'on revient à l'époque du Reform Party, là, qui est à l'époque, à la fin du Mulronisme, là, où il risque d'avoir une scission plus radicale. On voit entre autres, en lien que encore l'avortement. On peut-tu laisser les femmes décider de leur corps, s'il vous plaît? Merci. Et puis, donc, tu sais, toutes ces mesures-là, là, ça va pas bien. Là. Monsieur O'Toole doit faire c'est pas mes ennemis sont à l'intérieur de mon parti. Oui. Et en fait, c'est ça l'idée conservatrice, que je dirais même jusqu'à dire à la Trump, est une idée qui actuellement fonctionne plus. Là. Alors, il faut absolument que s'ils veulent prendre le pouvoir, qu'ils aient une forme Parce de... qu'ils ne seront jamais capables d'aller chercher le Québec avec des mesures, avec et non seulement ça. C'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus loin du Québec, par exemple. Non, mais ça aide. Hein? T'as besoin, oui, mais tu as besoin de l'Ontario. Et tu as besoin de la région métropolitaine et de Toronto pour pouvoir être en mesure. Donc, ce n'est pas avec le discours actuellement qui tiennent là que ça va passer. Et il ne faut pas oublier aussi que oui, on a un gouvernement conservateur en Ontario, mais ce gouvernement conservateur-là, pendant la gestion de crise qui est là, a été obligé d'être libéralisant. Et ça a dû faire mal au maire, pas au maire, mais au premier ministre quand même, mais il est dans l'obligation d'avoir une forme un peu plus... Bien, en fait, on voit aussi la différence. Là. Je veux dire, en Alberta, où ils ont décidé justement d'avoir une gestion de crise plus conservatrice, écoute, ils ont autant de cas qu'au Québec, mais ils sont 3 fois moins nombreux. Exactement. Alors, tu comprends que ce genre de phénomène-là, les gens le voient, ça. Il ne faut pas prendre l'électeur pour un acquis ou encore quelqu'un qui n'est pas intelligent. Là. Un électeur, là, qu'on le veuille ou non, c'est quelqu'un qui est intelligent. Oui, il peut suivre la foule, mais il fait aussi une réflexion sur ce qu'il y en a avec ce qu'il y en a. Or, tout ça pour dire que, bon, au niveau des conservateurs, actuellement, ils ne représentent pas malheureusement l'alternative pour prendre ce qui donne actuellement aux libéraux, donc une meilleure position. Une meilleure position. Bon, le NPD, on en a parlé. Bloc québécois? Bon, le Bloc québécois, je pense qu'au niveau du Québec, OK, le discours que Legault a amené pendant la gestion de la crise, où est-ce que, tu sais, il ne s'est pas gêné, au moins pour dire, écoutez, là, le fédéral, tu te traînes les pieds dans ta affaire, il faudrait peut-être que tu apprennes ta décision. Ouais, tu sais, en ce qui regarde, c'est vous autres là, qui avez la question des vaccins. OK, vous nous en envoyez. OK, vous vous organisez pour qu'on ait... tu sais, il a quand même amené. Et ça, là-dessus, le Bloc l'a quand même suivi. Et il a quand même été assez agressif. Il s'aligne assez sur le parti de la CAQ, parce que ne veut pas la CAQ qui sont populaires. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, le Bloc, là, il se présente au fédéral. Donc, c'est un parti fédéraliste, qu'on le veuille ou non. Même s'il a comme intention de dire... Ah, nous protégeons les Québécois. Là-dessus, la réplique de Trudeau a été quand même pas si méchante. OK? Nous, on ne dit pas qu'on protège les Québécois. On dit qu'on fait des choses pour que les Québécois puissent être corrects. Ça, j'ai trouvé sa réplique quand même intéressante. Donc, le Bloc, je pense, oui, il va conserver ce qu'il en est. Il peut peut-être faire un gain ou deux
supplémentaires. Mais ça ne sera pas... Mais ça ne sera pas les 50, là, comme on a déjà eu en 94, 93. Dernière question en lien avec ça. Parti vert. Parce que on sent que dans la population, chez les jeunes, la question environnementale, elle est très présente. La social-démocratie, en ce moment, chez une tranche de la génération plus jeune, passe par l'environnement. Est-ce qu'il pourrait y avoir un point de bascule entre les votes du NPD et les votes du Parti vert? Parce qu'on voit là, que ça continue de monter partout. Il y a de plus en plus de députés élus. Est-ce qu'on pourrait avoir un effet de balancier qui fasse que le Parti vert crée réellement une percée au Canada? Je pense qu'un élément d'analyse intéressant, ça serait à regarder. Je connais peut-être un peu moins, par exemple, là, la réalité, moi, comme tu soulignes, je sais que les jeunes sont plus environnementalistes que moi, j'ai pu l'être, là, mais... C'est normal, là, la vie a changé. Oui, c'est ça. Mais jusqu'à quel point ça va se confirmer dans un choix électoral quelconque, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que ton analyse, je pense, là-dessus, ou ton appréhension, peut peut-être faire en sorte que... Est-ce que ça va remplacer le NPD? Je ne pense pas, mais ça peut faire mal, effectivement, au NPD. Peut-être plus qu'aux libéraux. Ouais. Peut-être plus, mais ça peut aussi... Au Québec, ça pourrait avoir un jeu, effectivement. Mais, tu sais, on a les candidats verts... au Québec, il y en a peu qui sont connus. Ça prend quand même une certaine figure à un moment donné. Mais la nouvelle chef, elle est très, très, très intéressante. Puis il y a quelque chose, moi, que j'ai remarqué, bien, historiquement, quand dans les années 70, en Allemagne, il est arrivé un député du Parti vert, mais là, c'est une proportionnelle, fait que ça change un peu aussi. Là. Il est arrivé un, puis à un moment donné, 2, puis 4, puis 6, puis 30. Puis à un moment donné, ça a décollé parce que ces idées-là, on s'aperçoit qu'ils sont importantes. Il faut en discuter. Fait que, je ne sais pas. Oui, là, c'est un élément. Est-ce que ça pourrait avoir comme effet qu'on se retrouve de nouveau avec un gouvernement minoritaire ou pas? Ben moi, je le souhaite. Moi, je trouve que ces 5 gouvernements minoritaires, on est obligé de discuter, de réfléchir, de négocier pour vrai. Maintenant, pour réussir à faire un bon gouvernement minoritaire, il faut sortir de l'ancien paradigme où, quand on est dans l'opposition, on est tout le temps contre. Il faut être capable de se montrer plus intelligent. Et moi, j'ai hâte de voir des partis d'opposition et des gouvernements faire « Hey, vous autres, de l'autre côté, là, vous avez une bonne idée, on va la faire. Parce qu'on peut-tu travailler ensemble? C'est ça l'idée d'un gouvernement minoritaire. On n'est pas d'accord au niveau de l'idéologie, peut-être, mais l'idée, c'est de gouverner pour tous. Si on fait ça, il faut s'écouter. Par contre, est-ce que ça n'amène pas, tu m'amènes un élément, est-ce que ça n'amène pas une gestion gouvernementale à la pièce? C'est-à-dire que fini de dire, écoutez, je vais emmener un exemple. Si au Québec, aux prochaines élections, le Parti québécois dit, écoutez, là, si vous votez pour un candidat ou une candidate du Parti québécois, vous votez pour un parti qui veut aller faire l'indépendance du Québec. OK? Ça, là, et voilà qu'est-ce que ça serait l'indépendance du Québec avec un programme qui est orienté. Et non pas un programme qui se dirait, écoutez, nous, là, on pense qu'il faudrait prendre le pouvoir. Donc, on ne met pas de côté l'élément de tous ces débats. Alors ça fait en sorte que tu te ramasses avec un parti qui veut faire une gestion à la quotidienne, à la pièce. Alors ça, là, tu ne sais pas ce que tu t'en vas avec ça. Non, mais sais-tu quoi? Je suis d'accord avec toi que ça peut amener ça. Mais où j'ai un contre-argument, c'est que c'est déjà ça. Les gouvernements n'ont plus de vision à long terme. Même quand ils sont élus majoritaires, ils ont une perspective de 2-3 ans. Donc, tant qu'on n'aura pas des vraies gouvernances qui veulent changer les affaires à long terme, c'est quoi les derniers projets à long terme qu'on a eus? La baie James? Non, mais tu sais, je veux dire, c'est quoi sinon, là? Tu sais, on est tout le temps là, dans le maintenant, dans le présent, pour penser à être réélu. Et ça, c'est une problématique pour moi. Donc, si on changeait le paradigme, en fait, entre les partis, en acceptant que les gouvernements minoritaires, c'est intéressant, puis qu'il ne faut pas les diaboliser, mais au contraire, les encourager à discuter pour représenter la plus grande majorité de la population possible, bien peut-être qu'au contraire, on va revenir avec des visions à long terme. Mais peut-être pas non plus, là. Non, mais ton élément est plaisant à regarder parce que ça fait en sorte que la politique, ce n'est pas un jeu d'une personne contre une autre. Bien, exactement. C'est
un jeu d'une orientation par rapport à d'autres types d'orientation. Et si on décide collectivement d'aller dans tel type, on met un gouvernement majoritaire ou minoritaire. Et quand tu mets un gouvernement majoritaire, c'est pas parce qu'il faut que l'opposition soit toujours en opposition. Ça, là, on ne l'a pas compris. L'exemple de Jack Layton, il faut revenir à exact. ce là. Bon, bien, OK, tu comprends. C'est ce genre de choses-là. Est-ce que cette idée-là prend de plus en plus d'importance dans l'électorat? Je pense que ça commence à peser. En 2009, tu as eu des élections, pas 2009, pardon, en 2013. 2017, voyons, vous m'arrêtez de reculer dans le temps. Là. En 2017, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des élections municipales? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde qui était en place et qui se représentait, OK, même si tu avais un bilan quand même intéressant, tu t'es ramassé coup de balai dehors. Qu'est-ce que l'électorat a fait? On rentre. L'année d'après, en 2018, tu as eu un gouvernement qui a dit « Hey, écoutez, là, on fait du changement, du vrai changement. » Qu'est-ce que le monde a fait? Ils te l'ont élu. Tout bing bang, ils ont enlevé les libéraux, sont quasiment partis de la carte. Enlève les puis au niveau du Parti québécois là, aussi, là, puis au niveau, tu as eu le Québec solidaire qui a augmenté. Bien, qui représentait le changement aussi. Exact. Ça, là, ça représente une des idées qui s'en va peut-être dans le sens où on dit. C'est-à-dire que peu importe, on vote peut-être de plus en plus sur ce qu'on veut avoir comme société que ce qu'un individu qui va le parrainer. Le jour où on va regarder, oui, un bon leader, là, c'est quelqu'un qui est capable de faire vendre l'idée de où ce qu'on veut aller. C'est pas quelqu'un qui a une vie exemplaire avec 2 ou 3 petits placards, deux ou trois petits scandales dans le placard, là. OK, mais tant qu'ils sont pas connus, t'as pas de problème avec Carrosse. Ça, là, il faut que ça arrête, ça. Il faut que ça arrête. Merci, Jules. Hein? Hey, Jules, c'est la fin d'une autre belle saison avec toi. Merci beaucoup d'être là. C'est très... On a beaucoup de discussions, même avant, même après. Je trouve que c'est très formateur pour moi. Hey, merci beaucoup, Jules. C'est tellement un plaisir. Une autre saison qui finit. Merci de participer. Je pense que ça nous fait évoluer tous les deux. Ça nous fait grandir, de réfléchir ensemble. Et c'est l'idée de l'émission. C'est ce qu'on veut vous proposer, donc de réfléchir différemment à l'actualité. Donc, merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite un bel été. Continuez de suivre l'actualité. On sera là, je l'espère, à l'automne avec vous. Et on va se le souhaiter qu'on n'aura plus de pandémie. On se croise les doigts, tout le monde. Passez un bel été. Bye!